Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Urban Mosley avec Safe Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ingrid, oui. Attends, je voulais te demander un truc. Tarzan, c'est quand finalement? Normalement, c'était le 18, maintenant c'est le 28. D'accord, ok. Donc nous sommes avec Safe Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. On parle de quoi ce matin? Eh bien évidemment, nous revenons sur, on va faire la revue d'actualité. La revue d'actualité, exactement. D'accord, on commence par quoi? On commence par la tournée du président de la République, la tournée républicaine évidemment. Une tournée républicaine, c'est quoi une tournée républicaine? Une tournée républicaine, c'est une occasion pour le chef de l'État, sinon l'exécutif, de faire le tour des 9 provinces du Gabon, histoire pour lui de diviser avec la population, sinon de discuter ou de présenter ce qui se fait au niveau de l'État pour que les populations qui sont dans les coins les plus reculés de notre pays, sinon qui sont dans l'arrière-pays comme on dit souvent, pour qu'ils soient au fait même de ce qui se passe au niveau du centre, donc au niveau de la capitale qui est évidemment Libreville. Donc parce qu'il faut le dire, nous avons souvent un problème de relais de l'information à l'intérieur du pays. Quand une information part de Libreville, pour qu'elle atteigne Moulengi Mbinza, pour qu'elle atteigne Popa, pour qu'elle atteigne Qatar, pour qu'elle atteigne finalement Mazingo, ça prend du temps. Ça peut faire 3-4 mois. Et évidemment, il faudrait qu'il y ait un relais, une actualité, du moins une activité assez intense, non seulement des parlementaires, mais également du gouvernement, pour que la population puisse avoir accès à de meilleures informations, parce que très souvent, lorsqu'il y a des relais, des personnes qui ne sont pas des personnes ressources, qui retransmettent l'information, parfois elle est biaisée, parfois elle n'est pas bien comprise, et ce qui fait que souvent on n'a pas la meilleure lecture que possible. Et je crois que c'est à la suite du congrès qu'il a convoqué, au niveau du congrès du Parlement, qu'il a convoqué le 28 juin dernier, que le chef de l'État a décidé également d'engager une tournée républicaine afin de pouvoir présenter le même bilan qu'il a fait au niveau de l'Assemblée nationale, au Palais Léomba, aux populations, parce que non seulement, c'est vrai que dans un premier temps, il s'est adressé à la représentation nationale, parce que les députés et les sénateurs sont une émanation de la population gabonaise à travers les différents modes de scrutin, donc le scrutin universel direct pour les députés et universel indirect par les sénateurs. Et du coup, on se retrouve là dans une logique qui voudrait que, après avoir discuté avec les élus à qui il avait d'ailleurs, qui avait validé son programme de société, notamment à travers le plan stratégique Gabon émergent, évidemment, il fallait également aller auprès de ceux qui ont donné mandat à cette représentation nationale et qui également ont donné quitus au chef de l'État en 2009 de pouvoir présider aux destinées de notre pays. Donc, c'est dans cette optique, Ali Bongo Ondimba, c'est vrai qu'on pourrait y voir un hasard de calendrier. Pourquoi le moment? Pourquoi à cet instant-là? Parce que nous sommes à quelques semaines du début de la campagne. Pourquoi après l'avoir fait après le dépôt de candidature et tout le reste? Mais ce qui est important, c'est de se dire que finalement, on se retrouve là dans un souci de se rapprocher de la population afin qu'elle soit mieux imprégnée. On le dit souvent, il est mieux d'écouter un compte devait être compté par le compteur lui-même, n'est-ce pas? Donc je pense que le fait qu'il soit parti de lui-même pour aller rencontrer les populations de Moulengi Mbinza, évidemment de Tchibanga, de Malinga et de toutes les autres villes de la Nyanga et aujourd'hui de Langounier, c'est un objectif qui est celui d'apporter la bonne information, une information qui pourrait évidemment être interprétée par les populations elles-mêmes, au lieu qu'elles entendent du moins qu'elles entendent des relais qui n'ont pas souvent l'information exacte et claire. Donc, c'est un souci pour lui d'aller faire le bilan de ses 7 ans à la tête du Gabon. Il a parlé d'emploi, il a souhaité que l'emploi soit un credo perpétuel pour notre pays qui en a besoin. Il a parlé évidemment des routes, il a parlé de la construction des hôpitaux et tout ce que nous savons qu'il a accompli durant les 7 ans qu'il a passé à la tête de l'État. Et évidemment, l'occasion était tout indiquée également, comme il a fait à l'Assemblée nationale, de présenter aussi le nouveau contrat qu'il entend proposer aux populations gabonaises à l'orée de l'échéance du 27 août de 2016, qui est évidemment l'égalité des chances. Pour lui, il entendait faire savoir aux populations de Tchibanga, de Malinga, évidemment,
de Moulengi Bidza et Moabi, la voix qui est celle de se dire, moi j'ai été un privilégié parce que mon père en tant que chef de l'État que vous avez évidemment permis, à qui vous avez permis d'être là, moi j'ai bénéficié d'une meilleure scolarité, j'ai bénéficié de certains avantages, mais qu'aujourd'hui on se retrouve dans une posture où il faudrait qu'on casse ce rythme des privilèges, où une minorité bénéficiait de la richesse nationale et la majorité était pratiquement dans la pauvreté, et qu'il fallait également faire en sorte que finalement les injustices qui étaient celles d'hier, où on avait des gars qui avaient, tout simplement parce qu'ils portaient un nom, parce qu'ils avaient une identité, parce qu'ils étaient issus d'une famille X ou Y, qu'ils pouvaient ne pas aller à l'école ou bien ne rien faire, mais qui bénéficiaient des avantages de l'État, et que finalement ceux qui, eux, à leur tour, les fils de planteurs, les fils de commerçantes, les fils des boueurs, qui se battaient dans les salles de classe pour être les meilleurs que possible et sortir de nos universités ou de l'étranger avec des meilleurs diplômes, se retrouveraient dans des métiers, des postes parfois subalternes, où encore n'avaient pratiquement pas accès à l'emploi. Donc c'est autant de chantiers que lui il entend pour le nouveau septennat, si évidemment la population lui accordait cette grâce-là d'être réélu. Évidemment il entend faire en sorte que nous ayons une société équitable, peut-être pas égalitaire, mais équitable, où la justice, où le droit devant la justice sera lu pour tout le monde de la même manière, où l'accès au poste de responsabilité sera fait de façon à mettre en avant le mérite, parce que c'est le mérite qui doit désormais être le credo de notre société. Si nous voulons avoir un grand pays, si nous voulons avoir un pays où il fait bon vivre, ou un pays où chacun de nous a la possibilité de se dire que je pourrais, avec mes aptitudes, avec mes moyens physiques, intellectuels et moraux, me hisser à la plus haute marche de la direction de notre pays. Donc, il faudrait mettre en place un mécanisme ou des situations qui feraient que chacun puisse être récompensé à la hauteur de ses engagements, à la hauteur de son mérite. Je crois que cela était d'autant plus nécessaire parce qu'il fallait aussi planter le décor. C'est vrai que la campagne n'a pas commencé, mais on le voit, c'est la mode aujourd'hui. Tous les candidats sont sur le terrain. Il y a certains qui ont fait 2 ans de pré-campagne. Et là, je crois que la seule chose qu'on voudrait simplement signaler, c'est qu'il ne faudrait pas que le chef de l'État soit en excès, parce que lui, contrairement aux autres, n'obéit pas aux mêmes critères. Parce qu'un individu comme M. Ping, quand il se lève pour faire une tournée nationale, on comprend bien qu'il utilise les moyens qui sont les siens, donc les moyens personnels. Et il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le chef de l'État s'est déjà inscrit sur la logique de la campagne. Parce que, est-ce qu'il s'est inscrit sur la logique de la campagne? Non. Je dis qu'il ne faudrait pas qu'on ait cette impression pour éviter évidemment qu'on ne tombe dans des discours qui vont créer l'amalgame, penser qu'il use des moyens de l'État, donc le bien commun, pour pouvoir servir sa propre personne. La tournée finit quand? C'est ce que les autres font déjà croire. Parce qu'on écoute, on regarde les émissions sur TV+, notamment. Oui, quoi. Il y a même il y a plusieurs journalistes, il y a plusieurs syndicalistes aussi qui disaient que c'était pas normal qu'il soit venu, que ce soit les hélicoptères qu'il utilise et tout ça. Et quand il allait déposer son dossier à la Sénap, là il doit agir en tant que candidat et non en tant que président. Donc il n'a pas usé des biens des moyens de l'État. C'est le candidat qui est président de la République. Donc parce que comme son mandat n'est pas encore fini, il a toujours la prérogative de président de la République. Donc on ne va pas dire que bon, comme c'est le président, comme c'est le candidat, on va le laisser au bord de la route. Genre, monsieur le candidat, allez-y déposer votre papier. Donc c'est cette impression-là qu'il faut éviter de laisser aux populations. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il était nécessaire que, étant comptable des 7 ans, de cette dizaine d'années de la gestion du Gabon, il avait le devoir de repartir auprès des populations, parce qu'il faut le dire, en 2009, il avait fait le tour du Gabon pendant la campagne pour pouvoir solliciter les voix des populations. Et bien, également, après, dès qu'il a été établi comme chef de l'État, il a fini par faire également des tournées pour rencontrer les populations où qu'elles se trouvent au niveau de notre pays. Donc, aujourd'hui, il était nécessaire qu'il engage également la même démarche pour faire en sorte que les populations sont au fait, les populations qui sont dans l'arrière-pays aient les mêmes informations qui viennent de la part du chef de l'État lui-même, de son bilan, de son action à la tête de l'État, pour que finalement tout le monde ait la même information
peut-être pas au même moment, mais que nous ayons les mêmes données en termes de construction de logements, en termes de réalisation de routes, des hôpitaux construits, de tout ce qui a été engagé comme dépenses de la part de l'État pour investir suffisamment et rendre notre pays attractif en termes économiques et même en ce qui concerne la création d'emplois. Donc, c'était là la première info. La première information. La seconde information, elle, et c'est la dernière d'ailleurs, elle était en rapport. On a 3 noms. Non, 2. On a 2 informations. Mais on n'a pas parlé des candidats qui... Ben c'est ça la deuxième information. Voilà. Easy, toi, easy. Non, aujourd'hui, on n'aura pas 3 informations. Donc, la deuxième information, elle, évidemment, elle a un rapport avec le dépôt de candidature. Vous savez que depuis le début de la fin de la semaine dernière, il y a eu une effervescence autour du dépôt de candidature. C'est vrai que jusque-là, on ne connaît pas qui sont les premiers, les premiers à avoir déposé, notamment le premier et le deuxième dossier. Pourquoi on ne connaît pas? Eh bien, ces derniers n'ont pas souhaité peut-être publier, comme le font les autres, sur les réseaux sociaux, leurs récépissés de dépôt de dossier. Évidemment, on sait que M. Ping a le numéro 3. On a Ali Bongo, je crois, il a le numéro 5. 5. On a Casimir Royemba qui a le numéro 9. On a... 5 comme les 5 doigts de la main. Voilà. Comme les 5 lettres du Gabon. Bon. Je sais pas, mais peut-être coïncidence, on ne sait jamais. C'est possible. Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir qu'évidemment, on se retrouve aujourd'hui à le dépôt de 19 dossiers pour la présidence de cette année. Donc l'élection présidentielle de cette année, on a 19 citoyens gabonais. Je ne sais pas s'il y a des femmes, mais j'ai l'impression que nous n'avons que des hommes. Donc si on fait un ratio divisé par 9 provinces, ça fait 2,3. Et poussière. Donc, on a un grand nombre de candidats, mais c'est vrai que de toutes ces candidatures, il y a quand même des candidatures. C'est pas à toi de parler. Ma foi, c'est pas à toi la population elle-même jugera sur la qualité des candidatures. Non, des gens, parce que tu veux des gens. Je ne veux pas d'appréciation. Mais tu voulais dire quoi? Ce que je dis, qu'il y a quand même des candidatures qui ont été déposées uniquement de façon symbolique. D'ailleurs, il y a un qui l'a reconnu. Il y a un gars qui allait déposer sa candidature. Oui, il a dit que c'est juste un symbole. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, lui, il a dit qu'il déposait sa candidature de façon symbolique parce que, évidemment, la caution est passée de 5 à 20 millions. Ce qui est évident, c'est qu'il ne pourrait pas avoir les ressources nécessaires. Et surtout que... Mais il y a un pognon qu'on donne, non? Pour faire la campagne. L'État donne l'argent. Quand on est indépendant, on ne bénéficie de rien. Ah bon, hein? Oui. C'est quand on est soutenu par un parti politique. Quand on est désigné par on est investi par un parti légalement reconnu, qu'on reçoit le front électoral. Jean Ping, il aura le front électoral. Il est indépendant ou PGP? PGP, voilà. S'il est PGP, il aura le pognon qui va avec. Donc, du coup, on se retrouve là, évidemment, avec une situation où on aura 19 candidatures, mais attendons de voir si toutes ces candidatures seront validées. Déjà qu'il y a certains qui ont déjà présenté des dossiers incomplets. Bon, c'est sûr qu'ils pourraient, avant que la Sénat ne délibère, ils pourront aller compléter les éléments qui manquent à leur dossier, notamment les excès de casier judiciaire pour certains, ou la quittance du Trésor qui atteste que vous avez déposé 20 millions de cautions au niveau du Trésor public. Donc, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, cette élection suscite beaucoup beaucoup. En 2009, il y avait combien de candidats? On était à plus d'une vingtaine, à peu près 25 candidats. À peu près. En 2009? Ouais, si j'ai élection à un tour? Oui. On avait à peu près 25 candidats. Mais c'est donc normal que le candidat gagnant ne puisse pas avoir la majorité des voix. Donc c'est celui qui a le plus grand nombre de voix. On pourrait le penser, même si on a eu des gens avec 0,6%. Non, donc du coup, 5 candidats. Mais n'empêche, on sait que la date des dépôts est finie. Oui, c'était hier, à minuit. Donc là, plus personne ne peut déposer. Plus personne ne pourra à nouveau solliciter la Donc quelle est la configuration actuelle de l'opposition après le dépôt des candidatures? D'après ce qui nous Casimir Royemba d'après ce qui nous revient, se présente.
Casimir Oyemba est candidat, Guinzumba Nama est candidat, Jean Ping est candidat, Manga Moussavou est candidat. On a évidemment Dong Bandinga Jean-Jacques, un de nos collègues animateurs, débatteurs sur une chaîne de la place, également qui est candidat. On a évidemment Dieudonné Milama qui a également fait le dépôt de candidature et plus Ali Bongo en plus. Mais donc attends, la configuration actuelle, est-ce qu'après le dépôt de candidature là, on peut encore se désister pour se mettre derrière un candidat? Oui, on peut se désister. Ah d'accord. On peut se désister pour soutenir un candidat. Là tu rends l'argent en fait. Ben normalement on devrait vous rembourser. Je ne sais pas si on rembourse la caution, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas encore lu que... Bon, quand j'ai déjà pris les fonds qui te permettent de faire la campagne. Là, ça c'est une autre affaire. Je n'ai pas encore d'informations là-dessus. Mais je sais que pour la caution, elle est remboursable en fonction de ce que vous faites comme score. Donc, je crois que c'est au-delà de 5% quand même. Sinon un peu plus. Donc, ce qui sous-entend qu'il faut avoir un certain pourcentage pour qu'on vous rende votre caution. D'accord. Donc, mais pour le fonds électoral, je ne sais pas s'il est remboursable ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, on sait qu'aujourd'hui, on a plus d'indépendants que des gens qui ont été investis réellement par les partis, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne cause pas trop de problèmes. Et surtout que les candidatures n'ont pas encore été validées par la Sénap, donc on attend la validation des candidatures. On peut toujours avoir le scénario qui ferait que l'opposition, comme ça se raconte déjà dans les couloirs, qu'il y aurait un candidat qui serait en train de réunir autour de lui un certain nombre de personnes qui se sont déclarés candidats, mais il y a un marchandage qui est en train de se faire dans l'opposition pour aboutir à une certaine candidature unique. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais toujours est-il que ce sont les bruits de couloir. Et on sait généralement que dans notre pays, les bruits de couloir finissent toujours par prendre le dessus. Donc, s'il y a un candidat unique, les autres, là, ils se mettent à côté. Ben, ils vont se mettre derrière lui. Si c'est pas Casimir Oyemba, ce sera pas bon. Hein? Ben, si c'est pas Casimir Oyemba, qu'est-ce qui nous dit que ce sera pas bon? Bon pour qui d'ailleurs? Non, je t'ai dit que si c'est pas Casimir Oyemba sur lequel les autres se mettent derrière, ce sera pas bon pour lui. Bon, parce que ça fera déjà 2 forfaits. Ah, oui, si c'est dans ce sens-là, je suis... Le forfait RTL et le forfait Libertis. Oui, dans ce sens-là, d'ailleurs, il y a eu un texte qui a été rédigé sur les réseaux sociaux par un jeune Nicolas Ondobam qui a fustigé l'attitude d'Oyemba parce qu'il a estimé que Oyemba ne s'est jamais inscrit dans une logique communautaire. Il a toujours brillé par une attitude individualiste. On se rappelle qu'en 2009, à 2 jours de l'élection, les opposants s'étaient réunis. Tu as dit, oh Oyemba, c'est une légende. Quelqu'un qu'on a vu beau à faire passer à la télé, c'était quand même dur. C'est vrai qu'il est télégénique. Hein? Ouais, ben oui. C'est quelqu'un d'une stature assez intéressante. Un charisme il a un charisme, il a de la hauteur aussi. Télévisuellement, il est bien. Ouais, donc du coup, ça ferait qu'aujourd'hui, si évidemment Oyemba se mettait dans la posture de se mettre derrière quelqu'un d'autre, déjà qu'on sait que l'Union nationale, on n'est pas encore sorti de ces suspicions où on disait que l'Union nationale devait être un soutien important pour Guinzumba Ndama. On sait que un magazine international avait d'ailleurs fait un article là-dessus. Et on est toujours, les bruits de couloir disent que le scénario pourrait se réaliser. Mais si Oyemba qui est investi par l'Union nationale, déjà qu'après 2009, Oyemba, on se retrouve aussi dans une situation où il allait faire le dépôt de candidature sans que le Front uni de l'opposition dont il se réclamait et qu'il disait être candidat pour la candidature ne s'est pas prononcé pour dire qu'ils le soutiennent comme étant leur candidat. Donc du coup, il est candidat de l'Union nationale. Candidat de l'Union nationale. Ah, oui. Donc là encore, parti politique. Là encore, ça fait comme une duperie vis-à-vis de la population, parce que quand la population regarde cette situation, on se dit, quelqu'un qui nous disait qu'il était candidat à la candidature dans le Front n'a jamais organisé de primaire, il a fait le dépôt de candidature. Est-ce que c'est pas une manière pour lui de nous rouler dans la farine? Donc ce sont autant de questions que les gens se posent aujourd'hui, que les observateurs de la vie politique nationale auront peut-être à l'éluder. Est-ce que quand il est passé, si tu as dit qu'il allait aux primaires? Oui, il a précisé qu'il était candidat à la candidature. Et j'ai eu fort de poser cette question-là à un de ses communicants qui m'a confirmé qu'il était candidat à la candidature.
Mais nous, à notre grand regret, on constate que sans qu'il y ait eu concertation ou primaire au sein du front, comme ils l'ont su le faire à l'Union nationale, M. Oyemba a déposé sa candidature. Est-ce que Moukani Ouangou, est-ce qu'il n'est pas parmi les gens dont on ne connaît pas les numéros de dépôt de dossier? On ne sait pas. Est-ce que Bongo Bessi n'est pas parmi les gens dont on ne connaît pas les numéros de dossier? Est-ce que, évidemment, tout ce qu'il y a comme parti au sein du Front uni de l'opposition, pourquoi pas Pierre-André Kombila? Pourquoi il ne serait pas parmi ceux dont aujourd'hui nous ne connaissons pas les numéros de dossier de candidature? Donc, c'est autant de questions que nous nous posons. Et on verra si des personnalités comme Jacques Adiaïno et consorts seront évidemment des soutiens forts pour Oyemba pour qu'il soit évidemment à la place qu'il réclame aujourd'hui, celle du véritable candidat de l'opposition, étant donné qu'il est dans la machine Union nationale. Évidemment, ça ferait que si demain on voyait ce dernier s'aligner derrière quelqu'un d'autre, évidemment, ça ne passera pas au sein de l'opinion. Ce sera quelque chose de dangereux, même si un journal de la place, notamment Gabon Matin, disait que Oyemba est celui qui vient fausser les calculs entre Jean Ping et Guy Zumbandama, qui sont présentés d'ailleurs au niveau de la France-Afrique, dont notamment Bourgi, comme les meilleurs candidats du Gabon, pour le Gabon. Donc, Bourgi, oui. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. Oui, c'est lui qui connaît ce qui est bien pour les Gabonais. Ah, d'accord. Apparemment, s'il était candidat, je le voterais direct parce qu'il connaît mieux le Gabon par rapport à nous. Donc, du coup, on se retrouve là dans une posture où on ferait mieux d'être vraiment attentif parce qu'on se retrouve là dans une situation où beaucoup diraient également que Minlama, il aurait posé sa candidature par rapport à un besoin de monnaie, on va dire quoi, d'échanger son maintien. Qui dit ça? Des personnes que j'ai contactées au sein de son état-major, on a discuté. Donc il y a des traites dans son état-major. Non, c'est pas des traites. Moi, je fais de l'information. Donc, j'ai la possibilité de discuter avec certains. On ne sait pas il va continuer sur la même lancée. Mais de tout ce qu'on nous a dit, c'est que si évidemment il arrivait à désister, il ne pourrait qu'être un appui pour Oyemba. Parce qu'il est beaucoup plus proche idéologiquement de l'Union nationale, mais également en hommage à André Mba Obam, parce que c'est quelqu'un avec qui il a énormément collaboré. Donc on attend de voir la suite des événements avec tout ce qu'il y aura comme marchandage pour sortir un ou deux candidats dans les rangs de l'opposition. D'accord. Merci Mosley. C'était donc l'analyse de l'actualité politique. Il faut rappeler donc Mosley est l'homme politique d'Urban FM, du Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. C'était donc le Da Fresh Morning. Il est exactement 10h. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h en mode musique old school. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. Le meilleur de la musique arrive. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.